Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'approche des banques centrales et des superviseurs dans la prise en compte du risque climatique. Cette approche est fondée sur 3 piliers. Le premier porte sur la gouvernance du risque climatique par les institutions financières. Le second porte sur la mesure, l'identification des risques liés au changement climatique. Et le troisième axe porte sur la sensibilisation des institutions financières au risque climatique. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de surveiller les risques portant sur le secteur des banques et des assurances en France. Dans ce contexte, on s'attache en particulier à travailler sur un certain nombre de risques émergents dont fait partie le risque climatique. En matière premièrement, de gouvernance du risque climatique, nos travaux sont formulés autour de 4 grands axes. Le premier porte sur la stratégie. L'objectif ici, c'est de veiller à ce que les institutions financières intègrent dans leur cadre stratégique des risques climatiques. Ça se traduit par la définition d'objectifs, mais aussi la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs qui sont à la fois robustes et vérifiables et qui lui permettent notamment de veiller à l'atteinte de ces objectifs ou les déviations par rapport à cet objectif. La publication de ces informations permet aussi au marché et aux clients de veiller à ce que l'institution suive bien les engagements stratégiques qu'elle a pu prendre par ailleurs. Dans cette dimension stratégique, on s'appuie aussi sur l'allocation et la définition au sein des membres du comité exécutif des responsabilités relatives à la dimension climatique. Le deuxième axe sur lequel on s'appuie, c'est l'organisation interne des institutions. Là encore, en veillant à ce qu'au sein des organes de décision, une allocation des responsabilités claires soit effectuée en matière de risque climatique. Ce qu'on vise aussi, c'est l'organisation interne et la prise en compte du risque climatique en tant que risque financier, et donc un examen régulier suivi par différents départements de ce risque-là. Donc, ce qui nous importe, c'est de veiller à ce qu'il y ait une bonne cohérence entre les départements qui s'occupent notamment des questions RSE, donc la responsabilité sociale, gouvernementale et environnementale, avec la direction des risques ou les directions des services juridiques. On veille aussi dans ce cadre-là à ce que les institutions mettent en œuvre des moyens techniques, humains et assurent la formation de leurs agents pour prendre en compte le risque climatique. Le troisième axe qui est visé par ce premier corpus portant sur la gouvernance, c'est la prise en compte et l'intégration des risques climatiques dans le processus général d'intégration et de prise en compte des risques financiers. Ça passe en général par la définition et l'intégration de ces risques dans ce qu'on appelle le cadre d'appétence des risques, qui définit le profil de risque de l'institution. Ça porte aussi sur la façon dont les facteurs de risque climatique peuvent impacter les autres grandes catégories de risques supervisés, comme le risque opérationnel, le risque de marché, le risque de contrepartie ou le risque de crédit. On veille aussi dans ce cadre à ce que des indicateurs ou des approches à tout le moins qualitatives et si possible quantitatives soient développées pour mesurer ces risques. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'intégrer une dimension prospective par l'utilisation de scénarios. Le dernier axe porte sur la communication externe et les publications qui peuvent être faites par les établissements financiers, soit dans le cadre d'exigences réglementaires, soit dans le cadre d'initiatives volontaires, comme par exemple les publications qui s'opèrent sous l'égide de la TCFD, qui est une task force sur la publication des risques climatiques et qui porte sur des publications volontaires réalisées par les établissements. L'un des intérêts de cette approche volontaire, c'est aussi de mettre en avant l'intégration d'éléments prospectifs sous la forme de scénarios d'analyse des risques de changement climatique. Alors, le deuxième axe pour les superviseurs et les banques centrales porte sur la mesure et l'identification des risques liés au changement climatique. Alors, on s'appuie pour cela sur 4 types d'outils principaux. Le premier, c'est des questionnaires ou des enquêtes ad hoc qui portent sur la mesure des risques auxquels sont exposées les institutions financières. Donc pour les banques, ça peut être lié à leur activité de crédit, pour les assurances, à la fois aux placements et aux politiques d'assurance qui sont faites. Le deuxième axe, ça porte sur le suivi des engagements publics et l'évaluation de ces engagements portant sur le risque climatique. Alors pour donner des exemples, ça peut être
des engagements de sortie de financement d'un certain nombre de secteurs, comme le charbon par exemple. Ça peut être aussi des politiques qui conduisent à désinvestir de certains secteurs ou accompagner la clientèle dans la transition. Le troisième outil qu'on peut utiliser en tant que superviseur, c'est des missions d'inspection qui portent sur la façon dont les firmes sont organisées pour intégrer le risque climatique, donc soit sur les aspects gouvernance, soit sur les modèles de risque qui sont utilisés au sein de ces institutions pour mesurer le risque climatique. Le dernier axe, c'est l'exploitation des informations qui sont issues des reportings réglementaires auxquels sont soumis les institutions. Alors, en matière de reporting réglementaire, on a observé au cours des 6 dernières années une forte progression des exigences, notamment en France et dans le cadre européen. En France, les premières exigences sont apparues en 2015 avec la publication et l'adoption de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, avec un article, l'article 173, qui impose un certain nombre d'exigences qui portent sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Et elle intègre en particulier des informations sur le risque de changement climatique. Cette loi, elle s'applique principalement aux entreprises financières qui assurent la gestion d'actifs pour le compte de leur clientèle. Cette première loi a été mise à jour et complétée en 2019 par la loi énergie-climat et un article 29 qui se substitue à l'article 173 en le complétant et en y ajoutant notamment des dimensions relatives à la réglementation européenne, tout en préservant les acquis et les exigences supplémentaires demandées par les autorités françaises. Dans ce cadre, on développe en particulier des exigences supplémentaires en matière de production d'informations sur le risque climatique. Et pour faire le lien avec ce que vous a présenté Benoît Leguet précédemment, ces informations doivent être présentées en fonction de la nature des risques, en distinguant notamment les risques physiques, les risques de transition et les risques qui sont liés aux poursuites juridiques auxquels pourraient être exposés les établissements. Les dispositifs français sont complétés par des dispositifs européens, en particulier à partir de mai 2021, la mise en œuvre du règlement européen sur la publication d'informations relatives à la finance durable. Le principal apport de cette réglementation européenne, c'est d'intégrer la notion de double matérialité. On demande ainsi aux établissements de produire des informations à la fois sur l'impact que peut avoir le changement climatique sur leur activité, mais également l'impact que peut avoir l'activité des établissements financiers, les banques et les assurances en particulier, sur leur environnement, mais aussi sur le changement climatique. Le troisième axe qui est utilisé par les banques centrales et les superviseurs pour faciliter la prise en compte du risque climatique, c'est la sensibilisation des institutions financières. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent la difficulté pour les institutions financières à prendre en compte le risque climatique. La première, c'est les incertitudes qui portent sur à la fois l'ampleur et la vitesse du changement climatique, avec des phénomènes non linéaires et notamment des effets d'irréversibilité sur le changement climatique. La deuxième difficulté, c'est l'absence de données, en particulier provenant des entreprises, qui rendent difficile une mesure fine des risques portés par les institutions financières. La troisième, c'est la complexité des canaux de transmission. Alors, pour faciliter cette prise en compte, la CPR a lancé un exercice de stress test climatique. C'est la première fois au monde qu'une autorité de supervision soumet les institutions sous son contrôle, donc les banques et les assureurs, à ce type d'exercice. Qu'est-ce qu'un stress test? C'est un outil qui est utilisé traditionnellement par les superviseurs pour mesurer leur capacité d'absorption de chocs particulièrement marqués au plan macroéconomique et financier. En général, ces exercices portent sur des horizons courts de 3 à 5 ans, avec des hypothèses de chocs négatifs marqués. C'est par exemple plusieurs années consécutives de récession, accompagnées par des chocs financiers comme des baisses de prix d'actifs, des baisses de prix immobiliers,
des récessions mondiales, etc. Dans le cadre de l'exercice pilote et des exercices de stress test climatique, on se situe dans un environnement qui est très différent. Tout d'abord, on doit intégrer un horizon qui est long, qui est celui de la transition et du changement climatique. Ces exercices ont des durées généralement de 30 ans, par comparaison à 3 ou 5 ans. Ce sont des exercices qui prennent aussi en compte la dimension internationale des chocs, puisque le changement climatique est un phénomène mondial, mais qui va affecter différemment les différents pays du globe. Et c'est aussi des exercices qui prennent en compte une dimension sectorielle, puisque les chocs de transition en particulier vont affecter de façon très différente les secteurs d'activité. Dans le cadre de l'exercice pilote réalisé par la CPR, on s'est appuyé sur un certain nombre d'hypothèses qui sont les suivantes. Tout d'abord, des horizons longs, donc l'exercice porte sur la période 2020-2050, sur les assurances et les banques françaises. Ce qu'on étudie également en prenant en compte ces deux secteurs, c'est les interactions qui peuvent exister entre les banques et les assureurs en matière de prise en compte du risque climatique. La deuxième dimension importante, c'est cette dimension internationale, puisqu'on a pris en compte des chocs qui affectent l'intégralité des pays du monde. Cette dimension internationale, elle vise aussi à prendre en compte le fait que les acteurs français sont des acteurs qui sont actifs au niveau international. La troisième caractéristique de ce risque, c'est une approche sectorielle fine, puisqu'on a décomposé l'activité en 55 secteurs d'activité. Donc pour chaque scénario, chaque zone géographique, on a 55 secteurs d'activité qui sont pris en compte. Une des innovations de l'exercice de la CPR, c'est d'intégrer une hypothèse supplémentaire en matière de comportement, qui est l'hypothèse dite de bilan dynamique. Par cette hypothèse, les institutions financières ont la possibilité de changer la structure de leur bilan pour prendre en compte justement les changements qui peuvent être liés à l'émergence d'un certain nombre de risques climatiques. Notre exercice porte à la fois sur le risque de transition et le risque physique. S'agissant du risque de transition, on s'est appuyé sur 3 scénarios, dont 2 sont issus du réseau des banques centrales et des superviseurs, le NGFS dont vous a parlé Morgan Després dans une précédente vidéo. Ces 3 scénarios sont les suivants. Le scénario de référence est un scénario qu'on appelle de transition ordonnée. C'est un scénario qui reflète la stratégie nationale bas carbone telle qu'elle est mise en œuvre par les autorités françaises. C'est un scénario ordonné qui s'appuie notamment sur des hypothèses de transition relativement peu adverses, avec une hausse limitée des prix du carbone, mais aussi un certain nombre de progrès technologiques qui vont favoriser la transition. À côté de ce scénario de référence, on a pris en compte 2 scénarios de transition désordonnée. Le premier est celui d'une transition tardive du NGFS, et qui est un scénario dans lequel les autorités tardent à prendre des mesures de transition, comme une augmentation de la taxe carbone par exemple, et ces mesures ne sont prises qu'à l'horizon 2030, mais elles sont relativement violentes et donc elles se traduisent par un choc un peu plus marqué sur l'activité économique et financière. Le troisième scénario, c'est un scénario de transition brutale qui se traduit à la fois par une hausse encore plus forte des prix du carbone. Dans nos scénarios, on suppose une augmentation de 14 $ la tonne de carbone à 900 $ à l'horizon 2050 de cette tonne de carbone. Et c'est un exercice dans lequel on a retiré toutes les hypothèses favorables de transition. À côté de ces scénarios donc, de transition, on a pris aussi en compte le risque physique. On s'est appuyé sur cela, sur l'hypothèse et le scénario le plus défavorable, publié par les experts du GIEC. Dans ce scénario, on suppose en fait une augmentation des températures qui est de l'ordre de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle à l'horizon 2050. Pour travailler sur ce scénario, on s'est appuyé sur la Caisse centrale de réassurance, qui est l'organisme qui gère le régime de catastrophes naturelles en France, et des projections de Météo France qui nous ont permis de descendre à un niveau très granulaire, puisque là, on peut travailler avec les assureurs et la Caisse centrale de réassurance sur des mesures de risque physique qui sont mesurées au niveau communal et qui intègrent notamment des risques liés aux inondations, aux sécheresses, aux phénomènes de submersion marine
et pour les départements d'outre-mer, les tempêtes tropicales. On intègre aussi le risque santé qui est lié à l'augmentation de la fréquence et des durées des périodes de canicule. Les principaux résultats de l'exercice pilote climatique ont été publiés au mois de mai dernier. Ils montrent tout d'abord un niveau relativement modéré d'exposition des groupes bancaires et d'assurance français aux différents risques climatiques, mais ils mettent aussi en avant un certain nombre de difficultés méthodologiques. Elles portent en particulier sur la capacité des établissements à prendre en compte des horizons aussi longs dans leurs différentes approches internes et dans leurs mesures des risques. Elles portent aussi sur leur capacité à intégrer la dimension sectorielle du risque dans des modèles qui habituellement ne la prennent pas en compte. La dernière difficulté rencontrée par les établissements, c'est l'intégration de la dimension physique, puisque les banques possèdent encore quelques difficultés à localiser précisément les expositions, c'est-à-dire les crédits qu'elles font aux ménages ou aux entreprises, et les assureurs supposent que l'augmentation du coût des événements climatiques extrêmes pourrait être entièrement supportée par la clientèle. Or, la multiplication dans certains départements par près de 5 ou 6 du coût de ces événements climatiques extrêmes nous conduit à nous interroger sur la capacité effective des ménages à supporter de telles hausses des primes d'assurance. Dans cette vidéo, je vous ai présenté l'approche des banques centrales et des superviseurs. La prochaine vidéo vous présentera un cas concret et la mise en œuvre des différentes approches qui peuvent être retenues dans le cas d'une banque, en particulier l'AFD.